Avant la vague. En 2019 et 2020, les écologistes français, avec EELV, ont remporté quelques victoires et acquis une stature électorale plus importante, ainsi qu'une crédibilité nouvelle. Premier parti de gauche aux européennes, victoire municipale à Strasbourg, Bordeaux, Lyon, confirmation de Grenoble, etc. Cette vague verte ne vient pas de nulle part. Elle a été précédée d'autres vagues d'abord, puis de recul et de dégringolades. Elle a été permise par un lent travail d'implantation électorale dans les conseils municipaux et régionaux en particulier. Surtout, avant cette vague, il y a eu des mouvements sociaux, des batailles et des moments importants, des acteurs et des actrices qui ont compté dans l'histoire de l'écologie et qui, parfois, ont été un peu oubliés. Avec Mickaël, l'idée vient de lui, je ne fais qu'apprendre avec vous, nous allons mettre en avant, au moins une fois par mois, ces pionniers de l'écologie politique plus ou moins connus, syndicalistes, élus, militants locaux, ou des événements emblématiques, catastrophiques, voire des livres fondateurs. Il se pourrait même qu'on rende hommage à quelques boomers, en passant. Ok, boomer. Dans cet épisode d'Avant la vague, nous allons parler de Bernard Lambert. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mickaël. Bonjour Adrien, bonjour tout le monde. Est-ce que ça va Mickaël ? Ça va très bien. Alors moi, je te connais bien. Les fidèles de ce podcast t'ont déjà entendu après les municipales où on avait analysé la vague verte, justement. Mais pour les nouveaux, est-ce que tu peux te présenter brièvement, Mickaël, s'il te plaît ? Alors, donc moi je suis Mickaël Marie, je suis un militant écologiste depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Et j'ai notamment, alors au plan à la fois militant, au plan professionnel et au plan aussi universitaire, travaillé sur les questions d'agriculture, sur l'histoire de ce qu'on appelle la gauche paysanne. Et c'est dans le cadre de ce travail, mes rencontres aussi avec des militants historiques de la Confédération paysanne, que j'ai pu m'intéresser de près à Bernard Lambert, dont on va parler aujourd'hui. Donc tu me piques mon texte, puisque, oui, aujourd'hui, pardon, c'est pas grave, on parle de Bernard Lambert. C'est toi qui as proposé cette première figure pour parler des pionniers d'avant la vague. Donc, quelqu'un dont j'ignorais jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à ce que tu m'en parles, dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Et donc, je suis étonné parce que ça veut dire qu'il y aurait des figures méconnues de l'écologie en France. Mais là, comment ça se fait ? Oui, il y a des figures méconnues, à la fois parce que le mouvement écologiste, à la différence du mouvement socialiste, par exemple, ou du mouvement ouvrier de façon plus générale, cultive assez peu, en fait, son histoire, sa mémoire, s'intéresse assez peu, en particulier d'ailleurs en France, à ce qui a été à son origine. Et donc, un certain nombre d'événements, de textes ou de personnalités sont un peu méconnus. Il y a une autre raison quand même qui existe à l'égard de Bernard Lambert, c'est que jusqu'à une époque récente en tout cas, on s'intéressait finalement peu, le militantisme politique s'intéressait finalement assez peu à ce qui se passait à l'intérieur du monde agricole. Et la figure de Bernard Lambert, même si elle est une figure importante dans l'histoire de l'écologie politique et sociale, c'est d'abord une figure du militantisme et du syndicalisme agricole. D'accord, donc tu peux nous dire un peu plus de qui était ce Bernard Lambert ? C'était le José Bové des années 70, le Hugo Clément des tracteurs ? Bernard Lambert, c'est un militant syndical paysan. Il est né en 1931 dans une petite ferme de Loire-Atlantique, dans une famille de métayers, donc de conditions très très modestes. Et il a été excuse-moi, tu peux préciser ce qu'étaient des métayers, ou s'il y en a toujours d'ailleurs, ce sont des métayers ? Les métayers, ce sont des travailleurs de la terre, des agriculteurs, des paysans qui ne possèdent pas la terre sur laquelle ils travaillent. La terre, elle appartient aux propriétaires. Dans le temps, on disait notre bon maître. Oui, notre monsieur. Oui, notre bon maître. C'est-à-dire celui qui a presque droit de vie et de mort sur les terres et sur l'usage des terres. C'est-à-dire qu'un métayer, c'était quelqu'un dont le statut, l'exercice même du travail était extrêmement précaire. Il pouvait, enfin, à cette époque, être viré du jour au lendemain si le propriétaire des terres décidait qu'il allait les réaffecter à quelqu'un d'autre ou à un autre usage, etc. Alors, depuis le statut a dans la tête, changé, là, évidemment. Quelle vie ont eu nos grands-parents ? Si on veut se faire une idée de ce qu'étaient les rapports sociaux de domination très très forte à cet événement, le retrouver dans les chansons de Brel. Donc il est né dans une famille de métayers, dans des conditions assez, enfin même très modestes. C'est quelqu'un qui s'est élevé par le travail, par le militantisme. Il n'est pas diplômé, il n'a pas fait de grandes écoles, ou comme dit la formule,
HEC, mais hautes études communales. Et c'est quelqu'un qui a énormément compté dans la vie syndicale agricole depuis les années 50 et surtout 60 jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, qui a été en fait quelqu'un qui a eu une vie assez incroyable. Il a été député démocrate chrétien à 27 ans. Il vient d'abord du militantisme catholique. Il vient plutôt, au fond, de la droite, si on veut, de la droite modérée, mais de la droite quand même. Et puis peu à peu, il va être conduit, en découvrant le militantisme, en arpentant un certain nombre de sujets, à aller de plus en plus sur la gauche et à critiquer de plus en plus le système agricole, la modernisation agricole, dont il a pourtant été un des artisans. C'est-à-dire qu'il est à la fois celui qui aura été président de coopérative, par exemple, et d'une grosse coopérative de Loire-Atlantique, et celui qui défendra les paysans victimes des agissements des coopératives. Il est un peu un modernisateur très très fort qui peu à peu va cesser de croire aux vertus de la modernisation agricole, qui va perdre la foi en fait dans la modernisation agricole et qui va constater les dégâts du progrès. C'est un peu un parcours similaire à René Dumont, qui lui aussi a été un promoteur de la révolution verte dans le monde entier, avec les produits chimiques de synthèse, la rationalisation, puis après qui plus tard se rend compte de la nécessité de plus d'écologie. Absolument, c'est exactement le même type de parcours. On peut aussi citer Edgar Pisani, qui a été ministre de l'Agriculture du général de Gaulle et qui est le père des lois d'orientation agricole de 1960 et 62, qui donne en fait le top départ de la modernisation, enfin le top départ, elle avait évidemment commencé bien avant, mais qui vont être un moment très important de la modernisation agricole en France et qui, 20 ans plus tard, commence à constater qu'en fait, on a été trop loin. Alors, Edgar Pisani avait une phrase qui est très importante, il disait quand une politique a marché, il faut en changer. Parce que si la politique a marché, c'est qu'elle a changé, le monde a changé, il faut changer de politique. Et c'était exactement ça, c'est-à-dire que Bernard Lambert, comme René Dumont, comme Edgar Pisani, comme beaucoup d'autres, sont des gens qui ont cru à la modernisation agricole, qui en ont été même des acteurs, et des acteurs importants, avant de constater que cette modernisation agricole, elle était partie trop loin et qu'elle engendrait désormais, on va en parler, plus de dégâts qu'elle ne procurait de bénéfices, et en tout cas de bénéfices sociaux, et en particulier de bénéfices pour les paysans. Après Bernard Lambert, c'était, au-delà de ces histoires de fond, c'était quelqu'un, c'est une personnalité dont tous ceux et toutes celles qui l'ont connu disent que c'était un incroyable tempérament. Enfin, c'était à la fois un organisateur de manifs, de grèves de la faim, quelqu'un qui a été à la fois un dirigeant de la FNSEA, puis un dissident à l'intérieur de la FNSEA. C'est celui qui reste la grande figure du Larzac, celui qui est capable de faire des occupations de banques, d'agences du Crédit Agricole, d'occupation de terre. Enfin, vraiment, il faisait tout ça. C'était un militant au sens le plus plein du terme qui ne ménageait pas sa peine. Et en même temps, c'est aussi un intellectuel authentique du mouvement paysan. Il a écrit un nombre incroyable d'articles, livre Les paysans dans la lutte des classes, qui est resté et qui reste un livre important, qui avait été à l'époque préfacé par Michel Rocard, du temps où il était dirigeant du PSU. Donc voilà, Bernard Lambert, c'est tout ça. C'est quelqu'un qui a été député démocrate chrétien à 27 ans, qui a fini principal animateur d'un courant paysan qui était marginal à l'époque, quelqu'un qui organisait des manifs, quelqu'un qui a au fond inventé un autre syndicalisme paysan. Ah, mais c'est quand même étonnant en ce cas-là que, moi aussi, j'ai pas mal milité dans l'écologie, 15 à 17 ans, je dirais. Oui, sur une durée de 15 à 17 ans, et j'en avais jamais entendu parler. Donc, c'est quand même étonnant qu'il soit si peu connu. Oui, moi, c'est un étonnement toujours renouvelé, en fait, effectivement. Encore une fois, je pense qu'il y a une difficulté de transmission de la mémoire sur des figures comme celle-là. Alors, Bernard Lambert n'est pas non plus complètement un inconnu. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, tu vas en Loire-Atlantique et tu discutes avec des militants écolos, en tout cas écolos d'un certain âge, évidemment, ceux qui l'ont connu d'abord s'en rappellent parce qu'il était inoubliable. Et même ceux qui ne l'ont que très lointainement connu savent qui c'était. On a aussi un certain nombre de grandes figures de l'écologie qui
qui sont tout à fait conscients du rôle que Bernard Lambert a joué. Je pense par exemple à quelqu'un comme Noël Mamère qui est parfaitement conscient. Et puis évidemment, je pense aussi à des gens comme José Bové, qui est en quelque sorte l'héritier le plus connu de Bernard Lambert. Il y en a beaucoup d'autres, René Loyle en Bretagne, François Dufour en Normandie, et je ne vais pas égrener la liste. Mais oui, mais tu vois, c'est pas une figure qu'on va te sortir instinctivement, comme un Cohn-Bendit, qui est un peu la première figure de l'avenir pour l'écologie, qu'on soit d'accord ou non. C'est vrai. C'est pas parce qu'il était paysan. Alors moi, je suis persuadé qu'il y a un petit peu de ça quand même, pas parce qu'il était paysan, mais parce que l'histoire des mouvements paysans n'est pas complètement insérée dans l'histoire du mouvement social au sens classique du terme, dans l'histoire des gauches ou dans l'histoire de l'écologie. C'est-à-dire qu'on retient le Larzac comme une grande lutte écolo, mais on ne retient pas finalement d'abord la dimension paysanne de ce combat, et ensuite le fait que Bernard Lambert en a été un animateur important. Qui s'intéresse d'un peu plus près à l'histoire du Larzac découvre très vite le rôle qu'a joué Bernard Lambert, mais c'est vrai qu'effectivement, il n'a pas la même puissance d'évocation que d'autres grandes figures. Et d'ailleurs, si je t'ai bien écouté quand on a préparé cette émission, Bernard Lambert, c'est le grand héros du Larzac. Je rappelle que le Larzac, c'est, alors 150 ans de la commune oblige, on va comparer, c'est la commune un peu pour les écologistes. Le Larzac, c'est le nom d'une région, mais c'est aussi le lieu d'un immense combat écolo, qui est parti du refus de paysans de laisser une base militaire agrandir son territoire. Les paysans du coin se sont vus ensuite rejoints par des militants de toute la France qui ont créé une ZAD à une époque où on ne l'appelait pas comme ça. C'est aussi le combat à l'origine du cliché de l'écolo des villes qui part élever des chèvres avec un pull qui gratte dans une maison de pierre loin de tout. J'ai bon, Mickaël, là c'est bon, j'ai mon brevet d'écolo. Ah mais c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Le Larzac, c'est vraiment une lutte importante. On va pas en faire la genèse maintenant, mais c'est une date qui a compté, c'était donc en 73. C'est une date qui a beaucoup compté dans l'histoire et dans la mémoire du mouvement écolo. Et Bernard Lambert prononce le jour de ce rassemblement un discours qui est un discours vraiment très important. Ce discours où il dit plus jamais les paysans ne seront des Versaillais. Donc c'est aussi une référence à la commune d'ailleurs. On écoute. On écoute. Marche nous permet aujourd'hui de comprendre qu'un événement capital se passe dans ce pays. Il y a quelque chose qui vient de disparaître de l'histoire. Jamais plus, les paysans ne seront des Versaillais. Jamais plus, ils ne s'opposeront à ceux qui veulent changer cette société. Nous l'avons prouvé. Bernard Lambert dit dans ce moment-là que les paysans ne seront plus du côté de ceux qui s'opposent à améliorer le monde, mais qu'au contraire, les paysans seront avec ceux qui veulent le transformer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondateur. Alors, il y a évidemment l'ambiance générale, hein, ce grand rassemblement avec des milliers de personnes, la voix de Bernard Lambert qui a quand même quelque chose, quoi, qui prend aux tripes. Mais ce moment-là, oui, c'est quand même très frappant. Et ce moment-là, c'est vraiment un moment à la fois dans l'histoire sociale et politique du pays, mais dans l'histoire du mouvement paysan, qui est un moment absolument fondateur. Parce que c'est ce moment où, après les lentes évolutions des années 50 et 60, émerge un courant syndical dans le monde paysan qui se définit comme en lutte vraiment résolue contre l'exploitation capitaliste, qui considère que les paysans sont aussi dans la lutte des classes, et que dans la lutte des classes, ils doivent être du côté du prolétariat, des ouvriers en lutte. La montée des fascismes économiques, politiques, religieux, le progrès technique incontrôlé, celui qui nous fait accepter n'importe quoi pour assurer notre profit, notre bien-être. Alors, que faire? Qu'est-ce qu'on fait? Continuons de croire que notre couleur de peau est la plus belle, notre civilisation la meilleure, notre religion la seule vraie. Et à la fin, crevons d'être trop riches, d'être trop gras, d'être trop cons.
dans ce son, on voit bien quand même que c'est pas l'expression de ce que les organisations agricoles, et en particulier les organisations agricoles de l'époque, ont l'habitude de dire. On n'est pas dans un discours corporatiste agricole, on n'est pas dans un discours de défense immédiate des intérêts matériels et moraux des agriculteurs. On est vraiment dans quelque chose qui propose une vision du monde. Et cette vision du monde, il faut être honnête, et les militants syndicaux qui étaient avec Bernard Lambert à l'époque le disaient bien eux-mêmes. Ils disaient quand même, quand Bernard il disait ce genre de choses, ça gratte un peu. C'est-à-dire que dans les campagnes, aller parler de la lutte des classes, de la montée des fascismes, c'était pas non plus le discours le plus évident à porter, et y compris d'ailleurs à ce moment de Larzac, quand Bernard Lambert, qui avait quand même cette c'était pas comment dire, c'était vraiment un leader, c'est-à-dire au sens c'était quelqu'un qui était devant. C'est Michel Rocard qui a un mot pour dire ça. Il disait c'était quelqu'un qui avait tendance un peu à décider tout seul pour vérifier après que le consensus tenait. Donc il forçait un peu la main de ses camarades. Si je me rappelle une cours d'histoire, les paysans en Europe, en tout cas, ils étaient rarement du côté du progrès, vers la montée des fascismes, que ce soit en Espagne, en Italie ou en France avec l'État français de Vichy, les paysans étaient plutôt du côté de l'ordre, justement. Donc c'est un peu une révolution. Alors, ou c'est juste dans l'ordre des choses, ou c'est un peu ce que dit Bernard Lambert sur plus jamais les paysans ne seront des Versaillais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette idée que les paysans, ils sont du côté, comme tu dis, de l'ordre, du conservatisme et de la stabilité, donc plutôt de la droite et plutôt du côté des pouvoirs. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que cette lecture est pas entièrement fausse, mais elle est quand même assez largement orientée et elle passe sous silence. Elle a tendance à passer sous silence un certain nombre d'éléments de complexité et de nuances dans l'histoire paysanne qui sont un peu oubliés, et particulièrement à gauche, puisqu'il y a dans la gauche, et pas seulement la gauche française d'ailleurs, cette vieille idée qui vient de Karl Marx dans le 18 Brumaire, comme quoi les paysans, ils seraient un peu, ils auraient autant de conscience qu'une patate dans un sac de patates, quoi. C'est cette vieille métaphore de Marx qui a quand même beaucoup pesé sur la manière dont la gauche, notamment en France, mais pas seulement en France, avait tendance à voir les paysans. Oui, avec à voir comment ils ont été traités en URSS, ça aussi. Par ailleurs, voilà. Mais tout ça pour dire que Bernard Lambert, il était quand même effectivement, parce qu'il réfléchissait beaucoup, parce que c'était vraiment un intellectuel, il était en avance, et puis il avait aussi ce tempérament c'était un cheval de devant, comme dit un de ses camarades de l'époque. Et donc, quand il lance l'histoire du Larzac, par exemple, au départ, ses copains, ils ne comprennent pas bien. Ils disent, mais on ne va pas défendre des paysans qui travaillent sur des cailloux. Quand Lambert dit il faut absolument aller sur le Larzac, il faut faire quelque chose là-bas, etc., ses copains, mais même les plus proches de ses copains, je pense à Jean-Claude Olivier, par exemple, qui est un militant paysan de la Sarthe, disent mais enfin, c'est pas viable là-bas, c'est des paysans qui travaillent sur des cailloux, donc on va pas aller défendre ça, c'est indéfendable. Et effectivement, les paysans travailleurs, donc qui était le syndicat de Bernard Lambert à l'époque, animé par Bernard Lambert à l'époque, il y a quand même un petit peu des hésitations. Enfin, est-ce que c'est vraiment notre rôle d'aller défendre cette cause-là, qui est un peu une cause perdue d'avance? Et c'est ce qui rend le truc vraiment aussi fondateur. C'est le moment où ce rapprochement qui avait déjà commencé en fait en 68 avec des manifs où les paysans des protestataires de Loire-Atlantique étaient venus soutenir les manifestations ouvrières à Nantes, par exemple. Il y a la manif, c'est ce qui s'était appelé la manif des tracteurs, la marche des tracteurs à Nantes en 68. Mais en 73 au Larzac, quand Bernard Lambert dit nous allons à un mariage, c'est le mariage de l'Ype et du Larzac. Thèse de la marche, c'est une paysanne qui la disait sur le bord de la route, en venant avec la marche de l'Ouest. Elle disait nous allons à un mariage, le mariage des ouvriers
et des paysans, le mariage de l'Ype et du Larzac. C'est-à-dire c'est un moment de conjugaison, de lutte paysanne pour le droit de vivre, simplement, puisque c'est de ça qu'il s'agissait au Larzac, le droit de vivre de sa terre, le droit de vivre et travailler au pays, et de lutte ouvrière pour l'autogestion, pour le contrôle de la production. Et l'Ype, donc du nom de cette usine horlogère de Besançon, c'était l'exemple parfait. Donc on est vraiment à un moment donné, à un moment de conjugaison des luttes possibles, d'incandescence, et c'est ce qui fait que le Larzac est resté dans les mémoires pour cette raison-là. Après cet événement total en fait du Larzac, qui est un événement national, qui a laissé des traces dans toutes les mémoires militantes, en tout cas du côté de l'écologie, il y a eu un autre épisode important dans la vie de Bernard Lambert, c'était l'épisode que tu m'as dit, s'appelait l'épisode du veau aux hormones. C'est quoi? C'est les piqûres américaines? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et non, les Américains ne sont pas coupables sur ce coup-là. Non, c'est un épisode très important. Alors, dans la vie de Bernard Lambert, bien sûr, dans la vie des paysans travailleurs et de ce qui allait devenir la Confédération paysanne, dans l'histoire de la gauche paysanne, et puis c'est un moment quand même important, dans l'histoire de l'écologie aussi, puisque c'est un moment de formulation, c'est le moment de la première formulation, ou d'une première formulation forte, c'est-à-dire à la fois en mots et en actes, de critique du productivisme de l'agriculture par des agriculteurs. Et un moment où est posée la question du sens de la production et des méthodes de production. Qu'est-ce que c'est la fin du veau aux hormones? Ça commence en 80, enfin 79-80, au moment où des intégrateurs, des éleveurs qui sont en intégration, donc l'intégration c'est voilà, j'y venais parce que c'est pas forcément connu, mais c'est ce système où l'éleveur achète auprès d'un intégrateur, donc c'est une coopérative ou c'est une société privée, toutes ces fournitures, tous ces besoins pour nourrir ses bêtes. Alors ça peut être des cochons, des poulets, des veaux, et vend à l'intégrateur le produit de son élevage. C'est-à-dire qu'en gros, tu achètes l'aliment, tu achètes tous les moyens de production, les intrants, etc. à l'intégrateur, et c'est l'intégrateur qui te fait la facture, et tu lui vends ensuite les animaux, et là aussi, c'est l'intégrateur qui te fait la facture. Ah, mais t'es plus qu'une pièce dans la machine, enfin une étape d'une chaîne de production finalement. Absolument, c'est tout à fait ça. Tu es ce qu'on pourrait dire un fournisseur de matières premières vivantes, agricoles, pour l'industrie agroalimentaire. Tu n'es déjà plus tout à fait un paysan. C'est un système très contraint, évidemment, et du coup qui plaçait les éleveurs dans des situations absolument impossibles. À partir de la fin des années 70, pour essayer de booster la production de veaux de boucherie, qui connaissait un très grand succès, commence à se développer l'usage, de manière illégale, l'usage de substances, d'hormones de croissance interdites, mais qui sont néanmoins très utilisées pour booster la croissance des jeunes veaux. Et du coup, les éleveurs l'utilisent, les intégrateurs les utilisent, les intégrateurs ferment les yeux, mais le jour où un contrôle vétérinaire établit qu'il y a un usage illégal de ces hormones, c'est le paysan qui paye. C'est pas l'intégrateur, c'est pas les firmes, c'est le paysan tout seul qui paye les pots cassés. Ah oui, l'intégration, c'est vraiment un système où le paysan ne peut que perdre. C'est lui qui prend tous les risques et qui ne fixe aucun élément de prix. C'est bien le problème, quoi. On dit Charles Pédrin, il n'est pas compétent, parce qu'il n'a pas investi, etc. C'est-à-dire qu'il ressemble à 80% des paysans de chez nous. Alors, quand c'est un qui a fait bien des emprunts, puis qui a des bons équipements, qui se casse la gueule, on dit, il n'avait qu'à profiter, puis au final derrière, hein. Il a voulu tout manger, tout bouffer, ben c'est mal fait pour sa gueule s'il se casse la gueule. Puis quand c'est un gars qui n'a pas fait beaucoup d'emprunts, ben on dit, il n'est pas compétent, il est trop traditionnel. Ça veut dire comme ça qu'on va tous se faire baiser les uns après les autres. Alors, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Et donc, en août 80, les paysans travailleurs, donc de Bernard Lambert, et le collectif de lutte des éleveurs intégrés, qui est né quelques mois plus tôt, décident de soutenir la plainte de 2 éleveurs contre leur intégrateur. C'est un fait absolument nouveau. C'est-à-dire que jusqu'ici,
le syndicalisme agricole, même celui des travailleurs paysans, c'était interdit d'aller contester, et surtout pas en justice, des organisations professionnelles agricoles comme les coopératives. Parce que les coopératives, c'est normalement, malgré tout, l'émanation du monde agricole, des producteurs eux-mêmes, etc., etc. Et là, ils y vont. Et puis, Bernard Lambert et les paysans travailleurs entrent en contact avec l'Union fédérale des consommateurs, l'UFC, pour commencer d'expliquer, d'informer, de former tout simplement les militants de l'UFC sur la réalité des pratiques dans la filière veau-de-boucherie et la réalité de l'usage illégal d'hormones de croissance. Ce qui est imaginé, c'est une conférence de presse commune pour parler, pour évoquer ce problème et essayer de le corriger. Et puis, là, ce qui se passe, c'est que l'UFC décide de doubler les paysans travailleurs et de faire sa propre campagne et d'appeler à un boycott du veau de boucherie. Le fameux veau aux hormones. C'est absolument le fameux veau aux hormones. Et là, c'est absolument la catastrophe. C'est-à-dire qu'effectivement, la consommation chute, les prix chutent. Donc, c'est un truc terrible pour la filière veau de boucherie. Donc, c'est un truc terrible pour les paysans qui les produisent. Quoi qu'on pense des méthodes de production, c'est un coup sur la tête des éleveurs qui est extrêmement douloureux à encaisser. Et c'est un coup sur la tête aussi pour les paysans travailleurs, parce que du coup, ils sont accusés par le monde agricole, par évidemment la FNSEA, mais pas seulement la FNSEA, d'avoir tiré contre leur camp, d'avoir tiré dans le dos d'éleveurs qui sont déjà dans une situation très difficile. Donc, Bernard Lambert et les paysans travailleurs sont absolument furieux. Et Bernard Lambert avait eu ces mots, il a dit « L'UFC a lancé son boycott parce que c'est une organisation de consommateurs qui se moque des décisions faites à ceux qui produisent. Elle se borne à réclamer la meilleure qualité au plus faible prix. » Et fondamentalement, là, il y a quelque chose de… Exactement. On voit bien qu'on est encore dans des débats, qu'on est déjà dans des débats que parfois on a encore, même si on a beaucoup progressé depuis. Mais là, on a un exemple d'une organisation de consommateurs qui n'avait pas de préoccupation pour les conditions de production, pour les conditions de vie, les conditions sociales de travail de ceux qui produisent. Et là, c'est un premier frottement. Le deuxième frottement, c'est que Lambert et les paysans travailleurs finissent par dérouler la pelote et se dire, mais en fait, ce n'est pas simplement le veau aux hormones, ce n'est pas simplement l'utilisation de ces hormones de croissance, c'est au-delà de ça, toute une organisation de l'agriculture, de la production agroalimentaire qui doit être réinterrogée. Parce que finalement, on a une situation où on organise la production de produits qui sont de médiocre qualité, c'est-à-dire que les producteurs eux-mêmes ne consomment pas. C'est la fameuse histoire de j'ai un poulailler industriel, mais à côté du poulailler industriel, je garde des poulets que j'élève au grain dans des conditions tout à fait différentes de celles que je vends sur le marché. Quand Lambert et les paysans travailleurs réalisent en fait l'ampleur de tout ça, c'est-à-dire d'un système qui à la fois dégrade la qualité de l'alimentation et dégrade les conditions de vie et de travail des paysans, on arrive à effectivement ce qui va s'appeler petit à petit la remise en cause du productivisme en agriculture, c'est-à-dire un syndicalisme paysan qui non seulement défend les intérêts matériels et moraux des paysans, ce qui est le rôle du syndicalisme, mais en plus s'interroge et porte un projet alternatif sur les méthodes, le sens même de la production. C'est des combats toujours d'actualité, hein. On le voit avec la remise en cause des accords de libre-échange avec le Mercosur ou le TAFTA, le CETA, etc. C'est quelque chose qui est toujours porté, notamment par donc, la Confédération paysanne aujourd'hui en France. Et donc apparemment, Bernard Lambert, il a participé à la création de ce syndicat agricole. Est-ce que tu peux, je sais que tu peux nous en dire un peu plus. Bah oui, Bernard Lambert, c'est l'un des pères fondateurs de la Confédération paysanne, même s'il n'a pas pu assister à la naissance de la Confédération paysanne, puisqu'il est décédé dans un accident de voiture 3 ans avant la naissance officielle de la Confédération paysanne. Mais il en est un des artisans majeurs. Alors, avec une petite histoire, en fait, donc, après l'affaire du veau aux hormones, les travailleurs paysans sont
projeté dans une autre histoire, dans une autre aventure, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir. La gauche au pouvoir dit nous allons reconnaître le pluralisme syndical en agriculture, ce qui n'existait pas. On a voilà, c'est ça, d'accord. On a beaucoup de mal à s'imaginer aujourd'hui. C'est pas juste que la FNSEA était majoritaire, c'est qu'elle n'avait pas d'adversaire. Elle n'avait pas d'adversaire. Les autres forces, et notamment les paysans travailleurs, n'étaient pas reconnus par l'État. Et donc, il n'y avait que la FNSEA qui était reconnue par l'État. Et la gauche au pouvoir dit nous allons reconnaître le pluralisme syndical en agriculture, ce qui est, après tout, ce qui paraît quand même une évidence banale aujourd'hui, mais ce qui ne l'était pas du tout à l'époque. La gauche au pouvoir, il met, donc c'est Édith Cresson, ministre de l'Agriculture à l'époque, il met une condition, c'est par contre, on ne va pas reconnaître le pluralisme syndical en agriculture pour que vous restiez dans des petites chapelles folkloriques. Il faut que vous agrégiez un petit peu tout ça, parce qu'effectivement, c'est une époque où les différentes dissidences de la FNSEA, internes à la FNSEA, celles qui ont commencé avec Bernard Lambert dès les années 60, puis celles qui sont venues plus tard, effectivement, ne se sont jamais agrégées, c'est-à-dire ont vécu des histoires différentes, à la fois au plan historique et au plan géographique. Il y a les éleveurs d'un côté, les éleveurs de haute montagne de l'autre, des céréaliers ailleurs. C'est moins un problème de filière qu'un problème de génération d'une part et de territoire d'autre part. C'est-à-dire que ceux qui ont quitté la FNSEA dès les années 60, se sont plutôt constitués les travailleurs paysans. Ceux qui l'ont quitté plus tard se sont plutôt soit regroupés dans des collectifs, dans des structures locales ou départementales, mais qui ne sont pas forcément affiliés ou rattachés à une structure nationale. Typiquement, chez moi, dans la Manche, c'était le comité de défense des petits et moyens éleveurs, par exemple. Et puis d'autres qui sont sortis un peu plus tard encore de la FNSEA et qui ont constitué la FNSP, donc la Fédération nationale des syndicats paysans. D'accord. Donc, la demande de la gauche, du gouvernement de gauche, c'est écoutez, débrouillez-moi tout ça, mais il faut quand même que vous rassembliez un peu vos bidons. Donc là, on est en 80, 82, c'est ça? C'est ça, en 81, 82. Donc, du coup, très rapidement, se crée, à l'initiative de Lambert, et il n'est pas tout seul, évidemment, de tous ses proches, la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans, la CNSTP, qui devient la structure nationale qui fédère ceux qui étaient auparavant les travailleurs paysans, puis d'autres petits groupes, etc. Est-ce que tu peux préciser, parce que, en fait, on en a parlé depuis longtemps, les travailleurs paysans, en fait. Qu'est-ce que ça recoupe, ce terme? Désolé. Alors, les travailleurs paysans... Non, pas du tout. Hein, tu m'excuses. Alors, un travailleur, c'est... Et un paysan, un travailleur, oui, tu fais bien de le préciser, parce que tu fais du community management aussi. Donc... Voilà, c'est important. Non, les travailleurs paysans, c'est vraiment la structure initiée par Bernard Lambert à la fin des années 60, quand ils finissent par ne plus... lui et ses amis finissent par ne plus pouvoir rester à la FNSEA. Ils ont pendant très longtemps contesté de l'intérieur de la FNSEA. Ils avaient même pour ça la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Ouest, la FRSEAO, qui a été... c'est parce que ça m'intéresse beaucoup, qui a été vraiment une fédération régionale très très critique de la FNSEA majoritaire et des orientations impitoyablement modernisatrices, c'est-à-dire qui consistaient quand même en l'élimination des petits paysans, ce qui explique dans le son qu'on a entendu tout à l'heure Bernard Lambert, c'est-à-dire que le paysan a toujours tort, quand il se modernise trop, on dit qu'il avait qu'à pas dépenser autant, et quand il se modernise pas assez, on dit qu'il s'est pas modernisé, justement. Donc, pouf, voilà. Les travailleurs paysans, c'est ce qui naît quand il n'est plus possible de rester dans la FNSEA. D'accord. Et ça, c'est cette petite structure qui, en fait, de la fin des années 60, enfin, surtout début des années 70 d'ailleurs, et pendant toutes les années 70, va être le syndicat de Bernard Lambert et qui va porter tout un tas de luttes, qui va être vraiment le ferment de ce qu'on allait appeler plus tard la gauche paysanne, et le premier ferment de la Confédération paysanne qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il a participé à la création avant de mourir, en fait.
Absolument. Absolument. Et c'est donc là, en 84, on arrive en 84, c'est le 25e anniversaire de mariage de Bernard Lambert et de Marie-Paul Lambert. Je vais dire un mot de Marie-Paul Lambert. C'est une femme absolument épatante. Donc, c'était l'épouse de Bernard Lambert. Elle est toujours en vie. J'ai eu la chance et l'honneur de la rencontrer il y a quelques années. C'est quelqu'un qui a été très importante, évidemment, dans la vie de Bernard Lambert, mais qui a aussi été très important dans la vie des travailleurs paysans, qui a été à Vent d'Ouest, le journal des travailleurs paysans. Et donc, en 84, Marie-Paul et Bernard Lambert fêtent leur 25e anniversaire de mariage. Mais ils se disent l'un et l'autre, à ce moment-là, que ça pourrait être l'occasion de faire quelque chose pour rassembler les chapelles éparses encore de ce qui est la Fédération paysanne. Et donc, ça voulait dire concrètement d'inviter beaucoup de monde. Alors effectivement, c'est une fête où il y aura 200 personnes et parler avec tout le monde. Et donc, Bernard Lambert et Marie-Paul Lambert invitent. Ça a lieu, cette fête, c'est ce qu'on appelle la fête du poulailler, puisque ça a lieu dans les bâtiments d'élevage de la ferme de Bernard et Marie-Paul Lambert. Ah, ils savaient s'amuser. Hein. Ah oui, ils savaient s'amuser, c'était vraiment quelque chose. Et en gros, ils étaient persuadés que tous les problèmes qui minaient les petites organisations de la gauche paysanne, donc d'un côté la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans, qui venait de créer à peine 2 ans avant, de l'autre côté des petits groupes départementaux ou locaux qui étaient encore pas fédérés au plan national, et encore de l'autre côté la Fédération nationale des syndicats paysans, qui était aussi un syndicat de gauche agricole, mais on va dire plus proche du Parti socialiste. Tous ces gens, qui par ailleurs, pour certains d'entre eux, se détestaient cordialement et avaient même plutôt envie de se taper dessus que de boire des coups ensemble, tous ces gens, Bernard Lambert et Marie-Paul Lambert, passent des heures à les appeler au téléphone pour les inviter à venir fêter leurs 25 ans de mariage. C'est l'intitulé officiel de la soirée, c'est ça. C'est une excuse. En fait. Et donc, ils se retrouvent à... Alors, ça, il faudrait poser la question à Marie-Paul Lambert, mais est-ce que c'est une... Non, il y avait aussi une volonté, évidemment, sincère de faire la fête. Hein. Ils le disent bien, ils étaient heureux de faire la fête, mais en même temps, si la fête pouvait être aussi utile politiquement, c'était quand même pas mal. Et donc, ils se retrouvent dans trois bâtiments du poulailler, 200 personnes, et en fait, pendant toute la soirée, Bernard Lambert et Marie-Paul Lambert passent de table en table, font des conciliabules avec les uns ou les autres, essayent de rapprocher les points de vue. Bernard Lambert, il a cette phrase, il dit les idées qu'on partage le plus, c'est quand même autour d'un verre. Et donc, voilà, il a cette manie un peu toute la nuit, alors avec des moments quand même de découragement, parce qu'il dit, oulala, on a quand même du boulot, quoi. C'est pas facile, il voit bien que ça frotte, que les points de vue ont du mal à se rapprocher, mais aussi fondateur, en fait, de ce qu'allait devenir la Confédération paysanne, puisque les 200 personnes qui étaient là, elles vont continuer après de travailler ensemble. Bernard Lambert ne verra pas ça, puisqu'en fait, il meurt dans un accident de voiture un mois et demi après. Oui, c'est super triste. En 84. Oui, ça c'est la partie très triste de l'histoire. Par contre, les animateurs et animatrices des travailleurs paysans, des petits groupes locaux non fédérés, de la Fédération nationale des syndicats paysans, finissent par se retrouver en 86-87, et en avril 87, naît la Confédération paysanne. Et effectivement, on peut dire que Bernard Lambert en est la figure historique, tutélaire, on appelle ça comme on veut, mais une figure extrêmement importante. Et effectivement, que cette fête du poulailler, ce 25e anniversaire de mariage transformé en conciliabule et en suite d'arrangements et de rapprochement, ça a été le moment qui aura permis en fait que les gens se parlent et qui aura accéléré, avec la pression évidemment aussi de la gauche au pouvoir qui disait mais c'est pas possible, il faut que vous vous rassembliez, voilà, parce que sinon vous n'allez jamais gagner, vous n'allez jamais être fort dans le monde agricole.
C'est ça qui finit par créer la Confédération paysanne en 87. Et quand je vois ce qui reste de la Confédération paysanne aujourd'hui, c'est un petit peu un échec, non? Finalement, après 30 ans comme ça, est-ce que c'est un sentiment que tu partages? Est-ce que je me plante complètement? Parce que j'ai l'impression que la FNSEA reste extrêmement puissante et que la gauche qui a poussé à la Confédération paysanne au début des années 80, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'elle défende vraiment cette vision du monde paysan. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode de podcast, parce que là, oui, évidemment. C'est une longue histoire. Je ne suis pas en désaccord avec le sentiment d'une certaine forme d'échec, mais il faut aussi partir de ce qu'étaient les termes du champ de bataille. C'est-à-dire que même rassemblée, la Confédération paysanne dans le monde agricole, elle ne pouvait pas peser aussi fort que la très puissante FNSEA. Ses relais dans le monde économique, ses relais très implantés dans toute la société agricole et rurale. Donc, effectivement, la bataille était très inégale, pour le moins. Après, là où je pense que ça n'est évidemment pas un échec, c'est que la Confédération paysanne a irrémédiablement transformé le débat sur l'agriculture dans ce pays. Okay. Et que, effectivement, l'idée même que l'avenir de l'agriculture et des politiques agricoles ne devait reposer que sur les choix des associations professionnelles agricoles, cette idée-là, elle n'a plus cours. C'est-à-dire que, évidemment, l'agriculture est une question de société, est redevenue une question de société, et c'est, entre autres, pas seulement, mais entre autres et largement à la Confédération paysanne qu'on le doit. Tu veux dire que, par exemple, le scandale de la vache folle qu'on a eu dans les années 90 aurait pas eu le même retentissement sans le travail de fond fait avant, dans les 70 et 80, par des gens comme Bernard Lambert? Bien sûr, par des gens comme Bernard Lambert, par la Confédération paysanne, encore une fois, José Bové plus tard, les OGM, évidemment, toutes ces batailles-là ont été portées, initiées par la Confédération paysanne. Et avec un courage militant, moi j'ai travaillé à la Confédération paysanne, j'ai rencontré beaucoup de ces acteurs et animatrices. Ce qui était extrêmement frappant, toujours, c'est le courage intellectuel de ces paysans qui étaient sans cesse en capacité d'interroger leurs propres actes de production, de toujours se remettre en cause, de ne jamais s'affaiblir dans des certitudes. Et ça, c'est remarquable. C'est ce qui donne effectivement la critique et la contestation forte des OGM. C'est ce qui était le cas du scandale du veau aux hormones. C'est vrai aussi pour la vache folle. Voilà, la Confédération paysanne, c'est un syndicat de paysans qui sont toujours en volonté de se frotter à la question « qu'est-ce que c'est qu'être paysan ?» De ce point de vue, ça n'est pas un échec, c'est un mouvement social assez incroyable. La suite de l'histoire reste à écrire, mais ce qui est porté au débat sur l'agriculture par la Confédération paysanne, et oui, effectivement, je n'ai pas d'autres mots, mais c'est assez incroyable. Donc c'est quand même finalement, ce que tu viens de dire, c'est l'héritage de Bernard Lambert en 2021. Oui, c'est clairement l'héritage de Bernard Lambert, travaillé ensuite par d'autres. Il ne faut pas en faire... évidemment, il faut faire attention à ne pas faire de la figure de Bernard Lambert une sorte de héros solitaire. Il était très accompagné, très entouré. Et en plus, il avait un mot, il disait « quand on est seul, on n'est rien ». Donc vraiment, Bernard Lambert, c'était à la fois effectivement un leader, le gars qui était en avant et en avance, mais c'était quelqu'un qui était entouré, qui était un arrangeur de collectif. Et la Confédération paysanne, les paysans travailleurs d'abord, et la Confédération paysanne ensuite, c'est une histoire de militantes et de militants de valeur. Toute la gauche s'est toujours trompée à propos des paysans en prétextant que comme ils étaient propriétaires de leurs terres, ils étaient capitalistes, donc ennemis de classe.
alors que c'était une propriété de semi-esclavage, et que les lois successorales faisaient que chaque paysan rachetait son outil de travail, sa terre, à chaque génération. Ce qui n'avait rien à voir avec la propriété pérenne des sociétés anonymes. Et ça, il a fallu l'expliquer à la gauche française. Merci, Michel Rocard. Alors, Mickaël, on est en 2021 aujourd'hui. Si je suis écolo intéressé par la mémoire du militantisme écolo, ces pionniers, c'est les fondateurs et les fondatrices, qu'est-ce que tu me conseillerais comme matériel à lire ou à regarder pour en apprendre plus sur Bernard Lambert et sa vie, son œuvre? Alors, il y a le très beau documentaire de Christian Roux, Bernard Lambert, paysan et rebelle, mais malheureusement, il est introuvable. Il n'a pas été édité en DVD. Alors, on le trouve sur quelques plateformes de vidéos à la demande. Donc Bernard Lambert, paysan et rebelle, mais c'est la seule façon d'y accéder. Et c'est vraiment un très, très beau et instructif documentaire. On peut aussi lire ou relire le livre de José Bové, François Dufour, « Le monde n'est pas une marchandise », parce que dans ce livre, ils évoquent aussi l'histoire, la mémoire et la figure de Bernard Lambert. Donc, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus. Et puis, il y a 2 livres qui sont importants. C'est assez ancien et je pense qu'il est essentiellement trouvable en bibliothèque. C'est un livre de Yves Chavagne, Bernard Lambert, 30 ans de combat paysan. C'est aux éditions La Digitale, mais il date quand même de 1988. Alors, il a été réédité depuis. Hein, donc on peut c'est pas si vieux, 88. Le trouver en librairie. Non, c'est pas si vieux, mais tout de même. Et puis, sinon, un bouquin assez synthétique, bien fait, qui permet une vraie chouette première approche. Un bouquin de Jean-Philippe Martin qui s'appelle « Histoire de la nouvelle gauche paysanne, des contestations des années 60 à la Confédération paysanne ». Et c'est aux éditions La Découverte. Et ça, voilà, l'histoire de la nouvelle gauche paysanne de Jean-Philippe Martin, c'est vraiment une chouette introduction qui permet de comprendre et de découvrir beaucoup de choses si on veut s'intéresser évidemment à Bernard Lambert, mais au-delà de Bernard Lambert, à tout ce qui a constitué un mouvement social paysan nouveau depuis les années 60. D'accord. J'ajouterais qu'il y a aussi quand même des documents de lui avec lui sur le site de l'INA, ina.fr, notamment une interview assez impressionnante de FR3, j'imagine FR3 Pays de la Loire à l'époque, où il y a un montage très très minimaliste. On est en 82 ou 83, je ne sais plus. Et puis j'ajouterais avant qu'on se quitte donc que les sons, beaucoup de sons sont issus du documentaire Tous au Larzac, et on va se quitter là, et je mettrai la bande annonce à la fin. Il y a des très très beaux moments sonores dans cette bande annonce, et lui par contre il est accessible sur plusieurs plateformes de vidéos à la demande. Mickaël, merci. Et ces 2 documentaires, c'est le même réalisateur, c'est Christian Rouault, qui a fait à la fois effectivement Bernard Lambert, paysan et rebelle, et Tous au Larzac quelques années plus tard. Ouais. Ok, bon, on mettra des liens en description. Merci encore, Mickaël, pour toutes ces informations. Je pense qu'on peut dire que la prochaine fois, dans un mois, on parlera de Solange Fernex. Comme ça, on parlera de Solange Fernex, absolument. Voilà, super. Tout à fait. Et ben donc, merci encore. À bientôt, Mickaël. Merci à toi. Au revoir tout le monde, et je vous laisse avec la bande-annonce du documentaire Tous au Larzac. Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre. La contrepartie, c'est qu'il y a quelques paysans, pas beaucoup, et qu'il est nécessaire d'exproprier. Ça nous est tombé comme une massue sur la tête, quoi. On était condamnés à disparaître. On s'est dit à ce moment-là, il faut qu'on fasse un serment et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit le prix. La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait. Et dans la région, on a 2 choses, les brebis et les tracteurs. Et on s'est aperçu que c'était une arme extraordinaire, parce que nous, on sait comment l'apprendre, une brebis. Des flics.
Le Larzac, c'était devenu tentaculaire, comme une araignée. Il y avait des gens qui nous soutenaient partout, en fait, quoi. L'argent, il manque que ce mot à la bouche. Il faut qu'on leur prouve que malgré ce qu'ils ont fait, ben non, on restera. On répondait à une agression. Ils ne devaient pas comprendre d'ailleurs. Comment ces mecs-là, on veut les mettre dehors, ils continuent à vivre, oui, on investit, oui, on continue. De notre petitesse à nous, arriver à la faire la nique, c'était assez jouissif quand même. On fait partie d'une communauté. Le Larzac, on ne s'est pas battu pendant 10 ans pour voir partir un voisin. Le père Palot lui disait, nous, le Larzac, on l'a sous les pieds. Tant qu'on a les pieds dessus, ils ne nous le prendront pas.